J'émets des doutes sur la nécessité de critiquer ce jeu. Après tout, la sortie de ma dernière vidéo date de peu. Je ferais quand même bien de vérifier. 4 mois. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Faisons comme si c'était normal après tout. Vous l'avez peut-être entendu, mais la qualité de ma médiocre voix s'est améliorée. J'ai enfin décidé de remplacer mon micro qui donnait l'impression que je conduisais un reportage dans les années 50. Maintenant, j'ai du vrai matos, dont je ne me sers quasiment jamais. Y a pas à dire, j'ai vraiment les meilleurs plans business. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Allez, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort et je vous parle du jeu que je vais critiquer, Remnant from the Ashes, qui est un RPG d'action-aventure à la troisième personne développé par Gunfire Games et publié par Perfect World. Le jeu est optimisé pour le mode solo et multijoueur, sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Je tiens d'ailleurs à mettre tout de suite les choses au clair. Ce jeu s'inspirant largement de Dark Souls, il y aura forcément de multiples comparaisons au cours de cette critique. Je sais que cela peut paraître injuste de comparer ces deux jeux, vu la différence de budget ainsi que l'impact majeur qu'ont eu les jeux de From Software. Toutefois, comprenez bien, en tant que fan de la série, je me sens à même de juger un jeu qui a été autant influencé. Actuellement, je vous indiquerai combien j'ai payé le jeu et à quel moment. Mais bon, je pense qu'il est temps d'être un petit peu sérieux, je vais arrêter ce running gag, vous avez dû comprendre que je suis très porté sur les sous-sous, et si j'en avais la possibilité, tel Picsou, je me baignerais dans un coffre entier d'or. Après tout, n'oublions jamais le principe qui guide ma vie. J'aime l'argent. Tout d'abord, pour le contexte, vous aurez dès le début le choix entre trois classes. Le baroudeur qui semble tout droit sorti de Mad Max, le chasseur qui à cause de son masque me rappelle beaucoup The Division, bon, après tout on est encore dans une histoire d'apocalypse, et l'ex-cultiste, littéralement un inquisiteur. Toutefois, bien que les trois classes aient toutes des compétences intéressantes, je vous le dis tout de suite, la seule qui en vaille vraiment la peine, c'est l'ex-cultiste. Non seulement parce que sa compétence est l'un des seuls moyens de se soigner au début, vu que les items qui ont cette fonction sont aussi rares qu'un homme politique n'ayant pas de casserole au fion. Et c'est aussi parce que ses habits donnent un bonus pour les mods, que j'expliquerai plus tard. Sachez juste qu'ils seront vitaux si vous ne voulez pas servir de paillasson à tous les ennemis du jeu. Comment il t'a défoncé? Une fois que vous avez choisi, et après avoir décidé de l'apparence de votre personnage, vous êtes lancé dans l'histoire. À peine le temps de comprendre, et bim, vous vous faites défoncer par un arbre qui a décidé que la théorie de Darwin de l'évolution n'était après tout qu'une simple suggestion. Puis vous vous réveillez dans un entrepôt tout gris par un gamin qui vous demande d'aller voir la chef, celle-ci vous explique la situation, c'est la merde, et vous débloquez enfin le point de téléportation pour commencer l'aventure. Avant de partir au casse-pipe, je permets de soulever un premier bon point. Le hub est bien construit. Les marchands et autres pourvoyeurs de services sont relativement proches les uns des autres, ce qui évite la fâcheuse tendance dans certains jeux à devoir faire une véritable odyssée juste pour monter son stuff d'un level. Ils marchèrent longtemps. Très longtemps. Au fur et à mesure certaines parties, et quelques secrets, ce qui m'a un petit peu rappelé Firelink Shrine ou Majula. Si certains d'entre vous sont des fans ou ont déjà joué à la série des Darksiders, vous avez peut-être tiqué vis-à-vis de la patte graphique de ce jeu. Effectivement, bien qu'elle soit moins marquée si on peut dire ainsi, il s'agit bien du même studio qui nous a donné la guerre magnifique entre anges et démons avec en invité de marque les cavaliers de l'Apocalypse. Il n'y a pas à dire, la direction artistique se défend plutôt bien. Certes, ce n'est pas forcément la plus belle techniquement, et j'admets que j'aurais aimé que les développeurs poussent encore davantage le côté végétal, peut-être un côté un petit peu horrifique, quelque chose comme The Last of Us avec son fungus. Gameplay, premièrement pour ceux qui seraient inquiets quant à la difficulté, je vous rassure, le jeu est beaucoup plus tendre avec ses joueurs. En cas de défaite, vous ne perdrez pas vos points d'expérience ni vos ressources. De plus, si votre trépas prématuré est lié à la rencontre avec un boss quelque peu accommodant, vous serez téléporté souvent juste à côté de la salle où vous l'avez affronté. Toutefois, si votre dernier soupir venait d'un mob, alors là, mauvaise nouvelle, vous allez devoir vous retaper tout le trajet, ce qui parfois est aussi long que d'essayer de se faire comprendre par un agent de la sécurité sociale que oui, vous avez rempli le bon formulaire. Le laissez passer à 38. Pardon, je reviens à la vidéo. Cependant, les objets que vous aurez utilisés, tels que ceux prévenant les statues néfastes, les potions de soins, ou ceux permettant de récupérer des munitions, ne seront pas remis à leur niveau initial. Seuls les objets de soins, qu'on pourrait considérer comme des équivalents aux fioles d'estus, reprennent leur statut initial.
ce qui, face à certains ennemis et boss, pourra se révéler on ne peut plus agaçant. Ceux-ci étant de véritables sacs à PV ne pouvant être abattus que par l'utilisation de certains objets, notamment un boss que vous croiserez sûrement, qui est quasiment impossible à tuer sans l'utilisation de boîtes de munitions, puisque vous aurez beau lui envoyer l'équivalent de l'arsenal nucléaire russe sur la figure, il refusera de tomber. Je tiens par ailleurs à continuer mon aparté sur les boss, car il s'agit selon moi d'un des points faibles du jeu. Je n'arrive que rarement à décider si je considère que leur design est nécessaire ou mal fichu. Tout d'abord, l'intégralité des boss ne sont jamais en 1 contre 1. Vous êtes constamment en infériorité numérique par rapport aux ennemis, ce qui est franchement lourd. Là où dans un Dark Souls, les doubles boss étaient quelque chose de rare, notamment le fameux combat entre Ornstein et Smough. Et ça apportait une certaine fraîcheur aux affrontements. Ici, vous serez jamais surpris. Vous êtes constamment harcelé au cours du combat par des mobs que vous avez déjà croisés durant le niveau, que vous êtes fait chier à traverser. Et comble de l'ironie, dans certains combats de boss, la menace en elle-même, c'est même pas le boss. Ce sont les ennemis de base qui vous déconcentrent constamment et peuvent finir par vous tuer à la longue. Je rappellerai aussi que la particularité généralement des combats doubles dans les Dark Souls, c'est qu'il y avait une dualité généralement entre les différents boss. J'en reviens justement sur le combat Ornstein et Smough. Ornstein était rapide, Smough était lent. C'était l'intérêt, ça permettait de doser entre les deux boss. Et là, je vais vous parler de deux boss. Deux boss qui m'ont rendu fou dans ce jeu et qui sont entrés dans mon classement des pires boss que j'ai jamais affrontés. Je vous pose le décor. Un des boss, si on peut même lui donner ce titre, que j'en doute, consiste en 3 tours qu'il faut détruire. Apparemment, ça ne semble pas si compliqué que ça. Le problème, c'est que les piliers font constamment spawn des ennemis. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire qu'il suffit juste d'affronter les ennemis et qu'il y a des fenêtres pour endommager ces piliers. En fait, non. Pauvre naïf que vous êtes, à aucun moment vous n'aurez de répit. Ces piliers les font constamment apparaître, voire même rameutent aussi des putains de mini-boss. Vous n'aurez jamais le temps d'endommager une tour, ou alors si vous le faites, à peine une fois que vous vous serez retourné et que vous aurez commencé à tirer dessus, vous aurez déjà à nouveau 3-4 ennemis sur le fion. Le souci étant, c'est que automatiquement, cela va drainer vos ressources, et à la longue, vous allez finir par mourir. Là, je pense que les développeurs ont juste eu la flemme, et vous aurez vraiment l'impression qu'ils ont juste décidé de rameuter tous les ennemis du jeu. Benny, envoie-moi tout le monde. Comment ça, tout le monde? J'ai dit tout le monde! Pour ce qui tient de la seconde horreur, il s'agit du boss de fin, qui sans vous le spoiler est de mon point de vue quasi impossible à battre sans l'aide d'un second joueur. Je ne parle pas ici d'un affrontement extrêmement délicat à appréhender comme le seigneur Ishin, qui m'a appris ce que c'était que le respect après au moins une 50aine d'essais. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Là, je parle d'un boss qui, dans ses mécaniques, ne permet pas aux joueurs de pouvoir l'affronter de manière raisonnable sans l'appui de compagnons. Toutefois, cette mentalité de design est défendable, puisque les ennemis sont aussi des sources de munitions et d'énergie pour vos mods, qui sont absolument nécessaires pour diminuer la barre de vie des boss. Mais il y a des moments où je pense que le jeu pousse le bouchon un peu trop loin, voire j'avais presque le sentiment qu'il se foutait de ma gueule. Vous vous foutez de moi? Pardon. Vous vous foutez de moi? Oui. L'originalité des boss n'est pas non plus forcément au rendez-vous, puisqu'environ la moitié ne sont que des mobs basiques auxquels on rajoute une barre de vie, on donne quelques moves supplémentaires et une peinture un petit peu différente. Bon, comme d'habitude, là aussi, certains pourraient accuser ça de fainéantise, d'autres diront que c'est plutôt bien comme idée puisque ça permet dans le niveau de préparer aux joueurs aux futurs affrontements. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu limite quand même. Ce qui quand même est vraiment dommageable parce que les autres boss ont des designs vraiment travaillés en termes de visuel. Comme les ennemis de base qui, eux aussi, ont des designs intéressants. De toute façon, de règle générale dans ce jeu, la direction artistique, je me répète, est particulièrement plaisante
Je trouve que les développeurs ont fait un effort sur l'apparence des ennemis. J'ai juste été un petit peu déçu sur le côté boss. Après, vous ne partez pas non plus complètement nu à l'affrontement. Votre avatar aura à sa disposition une pléthore d'armes à feu et de mêlée. Même si je vous déconseille fortement de faire un build uniquement mêlée, car certains ennemis ne peuvent être éliminés qu'à distance, et en règle générale, les ennemis sont beaucoup plus gérables lorsqu'ils sont à au moins 10 mètres de vous. La règle, si je puis dire ainsi, de ce jeu étant que lorsque l'ennemi est proche de vous, vous êtes mal barré. À ce titre, il vaudra mieux utiliser vos armes à feu, mitraillettes, fusils à pompe, sniper, arbalète, bref, la parfaite panoplie du petit meurtrier. Ces armes, vous pourrez leur attacher un mode, et vous pourrez aussi améliorer leurs caractéristiques. Pour ce qui est des modes, vous ne pourrez en attacher qu'un par arme, et certaines armes, en particulier celles que vous récupérez sur les boss, en sont déjà dotées d'un que vous ne pourrez pas retirer. Cependant, ne sous-estimez pas leur efficacité, car ils seront vitaux au cours de votre aventure. Ils peuvent aller de l'invocation de sbires qui vont servir de bouclier inhumain, de l'activation d'un lance-flamme, d'un sort de soin sur une zone en continu, de l'utilisation de boucliers, de distraction, de boost des coups critiques, bref, une multitude de fonctions et qui seront un atout indéniable lors de vos affrontements. Ces modes se rechargent selon les coups que vous prenez ou les coups que vous infligez à vos ennemis. D'ailleurs, petit conseil personnel, si vous en avez la possibilité, privilégiez toujours des équipements ou des compétences qui boostent les modes et leur recharge. Vous pourrez aussi vous équiper de différents types d'armures avec une limite de poids, donc évitez de vous équiper des armures les plus lourdes, sinon à chaque fois que vous allez faire une roulade, on pourra croire que vous aurez glissé sur une flaque de boue. J'ai glissé, chef. En plus de vos équipements, il y a un système d'expérience qui consiste en la montée d'attributs. Le côté original, c'est que certains sont disponibles dès le début, d'autres se débloquent après des affrontements contre des boss, et certains sont carrément cachés et vous pourrez tomber par hasard sur eux. Pour ce qui tient du level design, ne vous attendez pas à une interconnectivité des Souls ou d'un open world à la Assassin's Creed. On est sur des niveaux particulièrement linéaires. Certes, à plusieurs occasions, ils vont s'ouvrir légèrement, mais il n'y a jamais grand-chose de marquant. Peu de raccourcis, peu de pièges. Bien que visuellement leur traversée soit plaisante, je dois reconnaître qu'ils ne m'ont pas marqué. À l'exception d'un niveau, qui en lui-même n'était pas tant marquant que ça, mais quand je l'ai vu, ça m'a donné des flashbacks des niveaux de poison de la série des Souls, notamment du Dark Souls 3 de ses morts. Là, j'ai eu une réaction viscérale et j'ai voulu m'enfuir le plus loin possible. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! On m'a pris au piège! J'aimerais m'arrêter sur une dernière particularité de Remnant, son côté aléatoire. Effectivement, quasi tout dans le jeu est aléatoire, que ce soit les ressources, les PNJ ou les boss, à l'exception des niveaux. D'un côté, cela donne une bonne part de rejouabilité, mais en même temps, si la RNG n'est pas de votre côté, vous pourriez manquer certains objets extrêmement utiles, voire essentiels, et vous retrouver face à des boss qui sont très compliqués à gérer dès les premières heures, voire quasiment impossibles à affronter. Soit vous avez de la chance et vous affrontez un boss plutôt maigrichon qui invoque des sbires plutôt nuls, tout en ayant quand même la capacité de vous envoyer des bombardements aériens en mode punition, châtiment divin, ou alors vous affrontez le géant vert avec ses sbires explosifs, et là je peux vous assurer, vous allez passer un sale quart d'heure. On est dans la merde! Je te jure, on est dans la merde! En conclusion, pour moi, Remnant from the Ashes a un souci que je rencontre dans beaucoup de Souls-like, une tendance à ne prendre que les éléments les plus apparents de la franchise, sa supposée difficulté légendaire. Il faudrait que les niveaux soient un peu plus intéressants, notamment en évitant qu'ils soient autant statiques au cours de leur traversée, et qu'on s'éloigne de la mentalité d'envoyer des masses d'ennemis en même temps afin de submerger le joueur. Certains boss étaient bien balancés avec leurs sbires, mais dans la majorité des cas, on ne peut pas profiter de ces affrontements. Malgré tout cela, je reste très confiant, car ce jeu a vraiment des bases solides, et j'attendrai avec hâte une suite. C'est justement parce que je suis autant optimiste pour ce concept novateur et plutôt bien exécuté d'un Souls avec des armes à feu, que je me suis montré aussi exigeant dans cette vidéo. Je tiens à préciser que je n'ai pas acheté les DLC, donc j'ignore si certaines de mes critiques ont été corrigées dedans. Voilà qui conclut notre critique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.
Et je tenais à présenter mes excuses pour la sortie tardive de cette vidéo. J'ai laissé le projet un peu trop traîner, surtout quand on voit la durée. Je vais tenter de me reprendre en main et de bientôt sortir de nouvelles vidéos. Là, j'en ai actuellement 2-3 en montage, donc je devrais pouvoir fournir davantage de contenu à cette chaîne. En vous remerciant, au revoir.